Bonjour à tous. Je voulais remercier Chantal Pradine de m'avoir offert ce beau sujet. Et je vais donc vous parler de cerveau, d'arbres et de nature. Vous savez que l'arbre est un très vieux compagnon de l'homme, puisque lorsqu'Homo erectus apparaît, le premier homme à se mettre debout, il y a environ 1 à 2 millions d'années, l'arbre est déjà en place depuis 380 millions d'années. Alors, le poète dirait que c'est pour regarder la beauté de la cime des arbres que l'homme s'est redressé. Je ne suis pas sûr que le scientifique serait d'accord, mais néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que depuis, hommes et arbres ont un destin lié, les pieds sur la terre et la tête dans le ciel. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a en chacun de nous une multitude d'arbres. Nous avons des arbres plein les mémoires, nous avons des arbres plein le corps. Nos mémoires inconscientes. L'homme, pendant des millénaires, s'est développé dans la nature. Il n'y avait pas d'espace séparé, il était immergé dans la nature, au contact des arbres qui le protégeaient, qui le nourrissaient, qui le chauffaient, qui donnaient leurs fruits. Et donc une grande amitié s'est développée au fil des millénaires. Et ça n'est que lors de la révolution industrielle, il y a finalement 200 ans, donc depuis un temps très court à l'histoire de l'humanité, que l'homme s'est éloigné des arbres. Et cette proximité qui s'est construite avec l'humanité, elle demeure dans nos mémoires inconscientes. Mais il y a aussi nos mémoires conscientes, les arbres célèbres. Et si je vous parle de l'arbre de la Bodhis, là où le Bouddha a trouvé l'éveil, ou du chêne sous lequel Saint Louis faisait sa justice, eh bien ça vous fait sens, de même que bien des arbres de la liberté dans nos villages. Et puis il y a nos arbres personnels, ceux dans lesquels on a joué quand on était petit, ceux dans lesquels on a construit des cabanes, ceux qu'on a plantés parce qu'un de nos enfants est né ou parce qu'un de nos anciens est parti. Donc tous ces arbres-là, ils sont dans nos mémoires. Mais nous avons aussi des arbres plein le corps. Je vous ai mis quelques exemples ici. L'arbre urinaire, avec les 2 reins, les urtères, la vessie, l'urètre. Un arbre renversé, qui est l'arbre bronchique, avec cette trachée, puis les 2 branches qui partent en bronchiole pour faire ce très bel arbre pulmonaire. Et puis l'arborisation vasculaire que nous avons dans tout le corps, avec toute une série d'arbres. C'est presque une forêt d'arbres. Et si on se rapproche de l'organe qui va nous intéresser, le cerveau, eh bien voyez que sur cette coupe sagittale, on trouve également un très joli petit arbre à la partie basse, c'est le cervelet, qu'on a d'ailleurs coutume d'appeler l'arbre de vie. À droite, vous avez une image d'artériographie cérébrale. On a injecté d'un produit de contraste dans les artères du cerveau. Et là aussi, vous voyez une très belle arborescence. Ce qui est vrai à l'échelon macroscopique l'est aussi à l'échelon microscopique. Et vous avez ici, sur la gauche, l'image de la cellule caractéristique du cerveau, qui est le neurone, avec son grand axe qui part vers le bas, qui est l'axone, et son bouquet dendritique de surface, qui va rejoindre d'autres axones pour se connecter par des synapses et réaliser donc le circuit de l'information cérébrale. Et les neurosciences ont montré récemment qu'il y avait une véritable disposition fractale des dendrites de ces cellules. Disposition fractale, c'est-à-dire qu'un même élément va se retrouver, une même géométrie va se retrouver à un échelon de plus en plus petit. Et ça, ce n'est pas de la poésie, c'est de l'efficacité. Comme pour les arbres, l'idée est qu'une telle structure permet une interaction maximale avec l'environnement. Et donc, en l'occurrence, va permettre un passage maximal d'informations dans le cerveau. Je vous rappelle que nous devons faire tenir 100 milliards de neurones dans notre petite boîte crânienne. Alors, au-delà de ces analogies qu'il me paraissait intéressant de souligner et qui disent bien combien notre destin est intriqué à celui de l'homme, penchons-nous un petit peu plus sur ce que fait la nature, la vision de la nature, la vision des arbres sur notre cerveau. Et on va reparler un petit peu de santé. Je n'ai pas entendu les interventions d'hier, j'espère ne pas être trop redondante. Quels sont les effets sur notre santé de cette fréquentation de la nature? Alors, vous voyez, ma petite icône, elle sourit, elle est verte, elle est guillerette. Car, évidemment, l'immersion dans la nature est bonne. Elle est bonne pour le corps, elle est bonne pour la psyché, elle est bonne pour l'esprit. Autrefois, il y a encore une trentaine d'années, les études étaient relativement rares, mais depuis, de très nombreuses études ont été réalisées et on a actuellement presque 25 à 30 études qui sortent tous les ans sur les bienfaits de la nature pour notre corps. Je ne vais évidemment pas toutes les développer ni les citer, mais je voulais vous donner 2 exemples très concrets.
l'exemple d'une étude qui a été faite dans les prisons et qui a montré de manière très pratique que les prisonniers dont la geôle donnait sur un espace végétalisé avaient moins de pathologies et moins d'états anxieux que ceux dont la geôle donnait sur un mur en béton ou en briques. Et on a fait exactement les mêmes observations en hôpital. À pathologie équivalente, eh bien, vous avez un temps de convalescence plus court si vous avez une fenêtre qui donne sur la verdure. Donc choisissez bien la prochaine fois. On a également fait beaucoup d'études sur la marche en forêt, marche lente en forêt, qui a un pouvoir incroyable, puisque en 30 minutes de marche, à condition de laisser bien sûr votre portable dans la poche, vous allez avoir un abaissement significatif de vos chiffres tensionnels et même une diminution de votre taux de cortisol sanguin, qui est l'hormone du stress. Et ces études ont particulièrement été réalisées dans des pays où on vit très surpeuplé, comme le Japon, à tel point qu'ils ont institutionnalisé des forêts thérapeutiques, des forêts qui sont dédiées à ça, et à la pratique du Shinrin-yoku, qui est tout simplement le bain de forêt, simplement aller se promener en conscience, tranquillement, dans une forêt, parce qu'on s'est rendu compte des bienfaits thérapeutiques, et comme ils sont très pragmatiques là-bas, ils ont pensé que c'était bon pour la population. Bien d'autres effets qui vous ont été développés, je crois, hier, sur les infections, moins d'infections, moins de maladies auto-immunes, moins de diabète si vous vivez dans un environnement végétalisé. Et tout ça passe par des mécanismes complexes, dans le détail desquels je ne veux pas rentrer, mécanismes endocriniens, mécanismes immunitaires, mais également l'action sur le système nerveux. Et je voulais juste dire un mot sur ce système nerveux autonome, qu'on appelle également le système nerveux végétatif, ce qui est assez intéressant dans le propos que nous tenons aujourd'hui. Vous savez que nous avons un système nerveux qui est sous la dépendance du cerveau, mais nous avons également un système nerveux autonome qui s'occupe de la machinerie, du rythme cardiaque, respiratoire, de la digestion. Eh bien, c'est ce système nerveux autonome qui nous intéresse ici. Il est animé par deux principales voies. Une voie sympathique qui est une voie d'activation, qui va nous permettre de réagir en situation de stress, et une voie parasympathique qui est au contraire une voie d'apaisement. Et les études ont clairement démontré que cette fréquentation du monde végétal conduisait à une stimulation de la voie parasympathique et donc un effet déstressant, un effet apaisant. J'ai été beaucoup trop vite. L'immersion dans la nature est également bonne pour la psyché. Et là, il y a des études très précises qui montrent une réduction de 20% du niveau d'anxiété chez les patients qui vivent dans un espace, des formations, chez les gens qui vivent dans un espace végétalisé. La diminution du risque de dépression existe aussi, mais elle est moins nette. Il y a eu également beaucoup de travaux sur la rumination mentale. Vous savez que nous sommes facilement emportés par nos petites pensées quotidiennes et que nous ruminons ces idées de manière répétitive sans que ce soit forcément très productif. Eh bien là, il y a des études très précises qui montrent que marcher dans la forêt, par la stimulation, par l'éveil à d'autres perceptions, va abaisser cette rumination mentale. Ça favorise également la créativité. Vous savez que bien des artistes, bien des musiciens, comme ce beau renard, vont chercher l'inspiration dans la forêt et vous verrez, grâce à la belette, que ça ravive aussi la confiance en soi. L'immersion dans la nature est également bonne, pourquoi ne pas le dire, pour notre dimension spirituelle. Et ça, vous en avez peut-être tous fait l'expérience. Quand on est devant un très beau paysage, dans un lieu magnifique, devant un arbre superbe comme ce bel olivier qui est au pied d'une vigne vers chez moi, eh bien, on s'ouvre. On est dans une position d'accueil, d'harmonie. Nos instincts querelleurs s'apaisent. Quand vous arrivez en haut de la montagne, vous critiquez plus votre compagne qui a marché trop vite. Non, vous regardez, vous partagez, vous êtes en communion. Donc, par des mécanismes qui demeurent encore assez mystérieux, il est certain que la beauté est capable à la fois de nous vider de nos petites préoccupations et de nous remplir de quelque chose de plus grand. Alors, comment ça marche tout ça? Et c'est là que peut-être il faut s'intéresser un petit peu aux neurosciences qui ont connu de nombreux développements au cours de ces dernières années. Lorsque vous êtes dans un espace végétalisé, ou lorsque vous voyez un arbre, ou lorsque vous avez, un espace végétalisé, eh bien vous allez avoir des perceptions visuelles, les couleurs, la forme, les ombres, des perceptions auditives, les oiseaux, le vent dans les arbres, des perceptions olfactives. Toutes ces perceptions vont, au niveau de récepteurs, dans l'œil, dans l'oreille, dans le nez, être transformées en signaux électriques, et ces signaux électriques vont être véhiculés vers le centre du cerveau, où ils vont rejoindre l'hypothalamus pour aller stimuler, on l'a vu tout à l'heure, la voie parasympathique et l'apaisement, la mise au repos, le déstressant du corps.
Mais également, juste au-dessus de l'hypothalamus, vous avez le thalamus qui est, comment dirais-je, la zone d'aiguillage des informations. Et cette zone-là va distribuer l'information dans chacune des zones du cerveau qui doit la traiter. Donc vous avez ici en violet la zone qui va traiter les informations visuelles, en vert la zone qui va traiter les informations auditives et juste en avant la zone qui va traiter les informations olfactives. Et là, qu'est-ce qui se passe? L'information, elle est coupée en petits morceaux, petites informations élémentaires, et elles vont être prises en charge par ce qu'on appelle des neurones activateurs du cortex. Et ces neurones vont eux-mêmes prendre toutes ces petites informations sous leur aile et aller les dispatcher dans différentes zones du cerveau. Par exemple, donc, si vous regardez votre arbre, eh bien, à partir de la zone violette, les neurones activateurs du cortex vont emmener l'information dans la zone frontale et donner une impression d'humeur positive. Ils vont l'emmener aussi dans la zone du langage. Et vous n'allez pas arrêter de dire qu'est-ce que cet arbre est beau. Ou même s'il est magnifique, vous allez carrément être muet d'admiration. Ce n'est pas des mots être muet d'admiration, c'est une réalité physiologique. Et puis, elle va également apporter l'information dans les zones de la mémoire, ce qui fait que vous allez retenir cette information que l'arbre est beau et vous allez être amené à tout faire pour revenir en rencontre de cet arbre. Mais surtout, et ce qui est peut-être un peu moins connu, c'est qu'il existe dans la zone orbitofrontale, c'est-à-dire assez en avant du cerveau, j'ai encore appuyé sur mon bouton, par ici, vous avez ce qu'on appelle le centre de la beauté. Et c'est un centre du cerveau qui est dédié spécifiquement à la beauté, que ce soit d'ailleurs la beauté artistique ou la beauté de la nature. Et donc, les informations apportées par vos neurones activateurs dans cette zone vont mettre en jeu un circuit dont on vous a parlé tout à l'heure, je crois que c'est Jean-Pascal qui en a parlé, qui est le circuit de la récompense. Et donc, vous allez avoir brutalement une augmentation de la dopamine qui va vous donner un sentiment de plaisir dans le corps. Ah, je crois qu'il y avait une question. Voilà, donc ça c'est très important. Alors, si on représente, il y a deux choses que je voudrais rajouter. La première, c'est que lorsqu'on est dans des activités ordinaires de la vie, les neurones activateurs du cortex, si on les représente par une petite lumière quand ils sont activés, il va y avoir quelques petits neurones activateurs de ci, de là. Dans une expérience de grande beauté, il va y avoir véritablement un très grand nombre de neurones activateurs. Ça veut dire que la beauté produit quelque chose de puissant dans le cerveau. On dit que la beauté met le feu au cerveau. Une autre observation des neurosciences tout à fait intéressante, c'est que lorsque vous êtes au repos, couché dans le noir, sans aucune stimulation, votre cerveau n'est pas éteint. Il existe un réseau par défaut, que vous voyez en rouge sur la dia. Ce réseau par défaut, il vous donne la conscience de votre intériorité, de ce qu'il y a en dedans. Et donc, dès qu'une stimulation extérieure arrive, le réseau par défaut s'éteint et la stimulation extérieure prend le dessus. Eh bien, on a observé que dans des grandes expériences de beauté, on pouvait avoir la persistance de l'activation du réseau par défaut en même temps que les perceptions extérieures. Et peut-être que ceci explique ce qui avait été décrit comme étant le sentiment océanique de Romain Rolland, c'est-à-dire cette impression quand vous êtes dans la nature d'avoir une conscience plus large, plus ouverte, et de ne pas être séparé de ce qui vous entoure. Alors, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais comme j'ai vu qu'il ne me restait pas beaucoup de temps, on va terminer sur un autre mode de connaissance, car bien évidemment, les neurosciences ont fait énormément de progrès, mais on ne sait pas tout. Il y a encore beaucoup de choses qui demeurent mystérieuses. Et peut-être qu'une autre façon d'appréhender la connaissance de ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous sommes dans un environnement végétal, c'est tout simplement l'expérience immersive. Aller marcher, aller à la rencontre des arbres, en étant en position d'accueil et d'ouverture, car il faut accueillir la beauté. Et alors, vous allez sentir en vous ce retour de vos mémoires, vous allez sentir cette biophilie, cet amour constitutionnel de l'homme pour les arbres, et peut-être aussi parce que vous êtes immergé dans le monde du vivant, eh bien, vous allez sentir combien ça vous reconnecte à votre propre énergie vitale, et ça la ravive en quelque sorte, cette vie qui est notre trésor, mais que nous oublions si souvent. Je vous remercie.